Poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à vous, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine du samedi après-midi, Honneur et fidélité. Signor Warrant Officer, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a pleasure having you tuned to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité, broadcast over the CRTV national radio station every Saturday from 2 p.m. to 2:55 p.m. Corps national de sapeurs-pompiers, l'heure est à la remobilisation des énergies. C'est la quintessence de la réunion de commandement tenue ce jeudi à Yaoundé. Enfants disparus de Mouanko, les éclairages sur une histoire d'ombres et de pénombres. Today's edition of the program will dwell on the horrible story of the 9 children who got missing in the Sanaga Maritime Division, precisely at Mouanko. Our correspondent in Douala will hook up with us to tell us the role played by the Defense Forces during the search of the children. At the command post of fire soldiers, the High Command of the National Fire Brigade makes a review of their activities and perspectives to be followed. This and more will constitute the content of our magazine. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, lieutenant Martha Ewome Medan, le maréchal des logis-chefs Emmanuel Tatawolowa, le sergent Alexandre Mpeli-Mézing et le second maître Estelle Gisèle Yonke, les soldats du feu qui viennent de tenir la troisième de leur traditionnelle réunion de commandement. Depuis Douala, nous aurons le colonel Tomatio. Prise de son, montage et mixage, les sergents Samuel Brian-Belinga et Paul Salvador Njengzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Michael Kwege. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Amis auditeurs, la suite, c'est tout de suite. En prélude aux détails de ce magazine, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Chers auditeurs d'Honneur et fidélité, bon après-midi, mon adjudant-chef. Merci mon colonel. Que le monde a bien changé et les armées ne sont pas en reste d'ailleurs, la course inexorable vers le modernisme aurait-elle travesti la conscience au point d'effacer ce qui servait jadis d'éthique, de savoir-vivre ou de respect mutuel? À l'époque, les hommes se battaient dans les tranchées, avec un sens hautement chevaleresque du combat singulier, annonçant déjà la bataille à coups de clairon, précaution de loyauté au combat oblige. Tenez, aujourd'hui, la guerre conventionnelle a fait place à cette espèce de guerre asymétrique, celle menée par un ennemi invisible, sournois et lâche à souhait, qui prend en rançon la quiétude psychologique de l'opinion, faisant feu de tout bois, sans pour autant manquer de générosité dans les coups portés aux collatéraux. Des victimes collatérales sont comptées, hélas, au rang des enfants et des nourrissons. Rien ne semble en effet freiner ces combattants, méprisant leur propre vie et qui ont fait du suicide un modus operandi vulgaire du moment qu'ils tiennent le pavé des médias, même si ça l'est en résonance post-mortem. Des vecteurs du chaos névrosés qui font l'affaire d'un soi-disant rigoriste embusqué et suffisamment lâche pour se découvrir, et même si celui-ci semble avoir fait du terrorisme plus de business que de réarmement moral de fidèles. Imaginons à présent un octogénaire disparu depuis une cinquantaine de lustres, ressuscitant spontanément en ce siècle d'inconvertibles. Dans sa visière, le spectacle de jeunes déambulants aux pantalons sains à peine sur les reins, laissant dévoiler la moitié de ce qui reste de leur intimité, ce qui ne serait d'ailleurs pas le plus traumatisant.
s'il venait alors à se faire braquer et sans ménagement au rasoir, bien emprisonné dans un véhicule de transport entre deux haltérophiles, taxi qu'il aurait emprunté auparavant avec quiétude, rassuré par le visage angélique d'une jeune fille à bord, l'appât imparable du Gant. Et si maintenant traversant la bleue Méditerranée et qu'au détour d'un métropolitain d'une cité très évoluée et campé sur des droits de l'homme à géométrie très variable, si au détour d'une bouche de métro servant de piédestal à des idylles sans vergogne, le pauvre octogénaire se retrouvait nez à nez, comme le disent les militaires, avec deux amoureux en train de réécrire leur histoire à zéro, deux amoureux, disais-je, non pas qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme. Dans votre audition fine, vous l'auriez compris comme le masculin l'emportant sur le féminin. Le pauvre cuidam interloqué devant la scène, des deux poilus, entrelacés, les bras gazonnés de pilosité, demanderait certainement un nouveau visa pour l'au-delà, préférant se conforter de souvenirs d'une vie d'antan régulée par le sens moral. Combien de temps pourrions-nous encore tenir avec une telle dégradation des valeurs, d'outrecuidance dans l'exploitation inconsciente d'une terre épuisée de gaz à effet de serre et autres chimies parachutées ou tout simplement épanchées par tanker ou par missile? Contexte volatile, turbulent ou déliquescent, mais c'est bien dans celui-là que le soldat agit désormais, soldat de la paix et de l'humanitaire qui, à côté de ses missions de sécurité, lutte aussi contre la furie des eaux, les incendies, les pandémies et participe à la recherche d'avions victimes de crash quand il ne s'agit pas tout simplement d'enfants égarés. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Portée disparue, c'est le titre d'un célèbre film d'action qui vient de connaître sa variante camerounaise. Sauf qu'à Mouanko, en Sanaga-Maritime, ce n'était pas du cinéma. 9 enfants y ont réellement disparu. 12 jours durant, soit une éternité, l'abasourdissante nouvelle a tenu en haleine la communauté nationale. 12 jours durant, la fébrilité ambiante s'est nourrie des hypothèses les plus folles, en souvenir certainement du tout récent démantèlement dans la même zone d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. The village of Bulunga, in the subdivision of Mwanko in the Sanaga Maritime Division, was the center of news in the entire nation following the disappearance of 9 children who wandered out into the forest to hunt snails. For 12 days, the question on every lip was what must have befallen them, especially as their search by villagers and the various forces of law and order deployed there was proving futile. The news of their resurface is astonishing as that of their disappearance. Effectivement, le sort des 9 enfants était devenu une cause nationale, nous l'avons dit, une cause embrassée avec empressement et détermination par les forces de défense qui ont sonné le branle-bas de combat, puis organisé un ratissage des plus serrés mené à la fois par des militaires et les populations. Pour l'épilogue de cette angoissante disparition qui s'écrit en lettres de souffrance, de soulagement, d'espoir, mais aussi en pointillé, retrouvons notre correspondant à Douala, le colonel Thomas Thiouf. Actualité brûlante. Eh bien, une battue pour retrouver ses enfants égarés en était une. En voilà une qui a défrayé la chronique dans la métropole économique et ses environs et qui, par médias interposés, a même fait le tour de notre triangle national ces jours-ci. D'emblée, il convient de relever que c'est l'arrondissement de Mwanko en Sanaga-Maritime qui est au centre de toute la préoccupation. Nous avons encore frais en mémoire l'histoire du démantèlement d'un réseau d'immigration clandestine dans la pêcherie de Yoyo il y a à peine 2 semaines. À un jet de pierre de Yoyo, dans le village Bulanga plus précisément, on a déploré la disparition le 30 août 2013 de 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons âgés de 6 à 12 ans. L'on est resté sans nouvelles d'eux pendant 12 jours, prétendant qu'ils sont allés en forêt à la recherche d'escargots à des fins commerciales. Les efforts pour les retrouver étaient alors restés vains. Il a fallu l'implication personnelle du général commandant la région militaire interarmée numéro 2, bénéficiant de l'étroite collaboration du colonel commandant la région de gendarmerie numéro 2 pour des
dénoué ce nœud gordien le 10 septembre 2013. Organisant le ratissage mettant en œuvre les forces de maintien de l'ordre et les forces vives du village, ils n'ont pas hésité de mettre eux-mêmes la main à la pâte, ou plus précisément le pied dans la pâte. C'est en effet au terme d'un véritable parcours mangrove qu'une battue a permis de retrouver 8 des 9 enfants très affaiblis, squelettiques et déshydratés. Le 9e, le jeune Moa Nyanje Eugène, âgé de 12 ans, se serait, selon certains de ses camarades, désolidarisé du groupe la veille pour, soi-disant, aller retrouver sa grand-mère. Pour d'autres, il serait décédé car ayant refusé de s'alimenter. Sur instruction du général commandant la région militaire interarmée numéro 2, tous les moyens humains comprenant les éléments du PIR, du GEPIC et une quinzaine de jeunes du village ont été mis à contribution pour ratisser large en vue de retrouver cet enfant, mort ou vivant. Les recherches sont demeurées infructueuses jusqu'à la tombée de la nuit. Ceux retrouvés sont pris en soin à l'hôpital d'Edea. Colonel Tomatio, l'on est toujours sans une version exacte des événements tels qu'ils se sont produits et le champ des possibles, des hypothèses va jusqu'à l'hallucination dans cette curieuse histoire. Depuis la nouvelle de cette curieuse disparition d'enfants, des langues se sont déliées, souvent évoquant des causes mystérieuses. Des questions taraudent les esprits, mais sont restées sans réponse. À qui profite le crime? Monsieur le gouverneur de la région du littoral, arrivé sur le terrain le soir, a tenu une réunion avec les responsables locaux après avoir délivré un communiqué de presse à ce sujet. Ces deux gros faits paranormaux militent en faveur d'une attention particulière dans la zone pour endiguer les mauvaises pratiques dans ces foyers qui passent pour être criminogènes. Nous vous proposons l'entretien qu'a eu le colonel Tomatio avec le général de division Salih Mohamedou, commandant la 2e région militaire interarmée, sur la bizarre disparition d'enfants à Mouanko, ainsi que les mesures envisagées pour contrer ce phénomène qui tend à s'installer durablement dans la zone. Mon général, merci d'avoir accepté, malgré votre emploi de temps que nous savons si chargé, de consacrer 7 minutes pour l'éclairage des auditeurs d'honneur et fidélité. Merci beaucoup, mon colonel. Un trafic d'êtres humains et une curieuse disparition d'enfants. Voilà deux gros faits paranormaux survenus pratiquement dans la même localité et presque concomitamment. N'y a-t-il pas lieu, mon général, d'envisager des mesures conséquentes? Mon colonel, comme vous venez de le dire, le trafic d'êtres humains est un fait paranormal et la coïncidence de leur lieu de convenance dans la zone de Mouanko n'est pas fortuite. Car Mouanko, qui se trouve à 80 km de Douala, est un débouché direct sur la mer et la porte d'entrée dans le continent avec des villes plus ou moins proches, Edea, plus ou moins proches, Douala et Yaoundé, par la route. Alors cette proximité de ces grandes villes engendre beaucoup de trafic illicite dans cette zone. Pour cela donc, des mesures de sécurité étaient déjà prises à notre niveau dans cette zone et ces mesures viennent d'être renforcées depuis que ce trafic d'êtres humains est porté à notre connaissance. Donc ces mesures sont renforcées par des patrouilles régulières et nous envisageons d'ailleurs la possibilité de mettre un détachement fixe de l'armée dans cette zone. L'anticipation étant votre cheval de bataille, vous allez sûrement étendre les mesures à prendre dans d'autres zones criminogènes. Les avez-vous déjà inventoriées, mon général? Si oui, peut-on en avoir une idée? Merci de le constater, car notre méthode de travail à la RMIA2, à la RG2, c'est l'anticipation et la dissuasion. Manoka n'est pas la seule zone à risque dans notre circonscription de commandement. Il y en a bien d'autres que nous connaissons très bien, que nous avons inventorié et que nous tenons efficacement d'ailleurs. Maintenant, n'allez pas me demander, mon colonel, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir sécuriser ces zones criminogènes. Nous prendrons les malfrats et les fauteurs de troubles par surprise. En tout cas, ils n'ont qu'à se tenir bien sur leur garde. Merci, mon général, merci pour votre éclairage. Merci, mon colonel. Mon colonel, vous gardez l'antenne pour nous relater cette fois la levée de corps du capitaine de corvette Jules Amois.
La garnison de Douala porte encore les stigmates de deuil. Ces personnels non retenus par le service se sont en effet retrouvés ce 6 septembre pour un dernier hommage à l'un des leurs disparus. Le capitaine de corvette Amoa Jules, puisqu'il s'agit de lui, s'en est allé le 14 août 2013, fauché par un malencontreux accident de circulation sur l'axe Boya-Motengene pendant la veille de l'Assomption. Présidé au nom de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense par le général de division comme Eremia II, la cérémonie a eu pour cadre la base aérienne 201. Aux ordres d'un enseigne de vaisseau de la base navale de Douala, le détachement d'honneur comprenait la fanfare de la Eremia II et 5 sections, dont une du BBR, une de la base aérienne 201, 2 de la Marine nationale et une du 20e groupement de sapeurs-pompiers. Le scénario sera celui classique en pareille circonstance. Procession funèbre, lecture de l'oraison funèbre, sonnerie aux morts, inclination de l'autorité sur la dépouille et mot de réconfort à la veuve. De l'oraison funèbre lue par le colonel Abin Bozo, médecin-chef de l'hôpital militaire de région numéro 2, il s'en suivra que, né le 15 avril 1959 à Nanga et Boko, de feu Yobo Angoula Joseph et de feu Mvomo Marthe, le capitaine de corvette Amoa Jules a poursuivi ses études primaires et secondaires jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat A4. Et pris par le métier des armes, il sera engagé volontaire le 28 février 1983 au titre de forces navales. En 1986, il subira avec succès le concours du Sénages de Garoua et poursuivra à l'INGS de Yaoundé où il obtiendra le diplôme de professeur DPS et en 1995 celui de conseiller principal de jeunesse et sport. Toujours en 1995, il est admis à l'école d'administration de santé Val-de-Grâce en France en qualité d'officier de corps technique et d'administration des services de santé des armées. Avec un bagage intellectuel aussi fourni, il occupera de nombreux postes de responsabilité. Le dernier, à la date fatidique du 14 août 2013, était celui de chef de service administration et finances, cumulativement avec celui de chargé d'études à l'hôpital militaire de région numéro 2. Il a franchi un à un les divers grades jusqu'à celui de capitaine de corvette le 1er juillet 2009. Il était au courant de cette année budgétaire proposable au grade de capitaine de frégate. Malheureusement, le destin s'est mis en travers de son chemin, stoppant net cette ascension fulgurante. Il nous quitte à la fleur de l'âge après 30 ans et 12 jours de bons et loyaux services, laissant une veuve et plusieurs orphelins très éplorés. Il a été conduit à Nginda Yezoum, son village natal, où depuis le 7 septembre 2013, il reposera pour l'éternité. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chi. Colonel Tomatio, merci à vous et à votre invité, le général de division Sali Mohamedou. Tous nos encouragements à nos frères d'armes qui viennent, une fois encore, de déployer leur sens du patriotisme et d'humanité. Retour dans ce studio, retour à vous, lieutenant-colonel Didier Badiek. Vous nous avez paru très attentif tout à l'heure à cet élément de Douala, élément faisant l'économie d'une énième intervention des forces de défense au profit des populations, donc de la nation. N'est-ce pas là une façon de consolider le lien armée-nation qui est loin de n'être qu'un mythe? Mon adjudant-chef, croyez-moi, nous sommes loin d'être dubitatifs, mais contemplatifs plutôt de ce que nous pouvons affirmer de l'indissociabilité du lien que vous venez d'évoquer. Le lien armée-nation est une réalité au-dessus de slogans
souvent plus théoriques et ronflants que pratiques, et nous laissant quelquefois hébétés devant une telle flagornerie d'ailleurs bien inutile. Vous vous souvenez du cycle de meurtre que nous avons essuyé il y a quelque temps dans un faubourg de Yaoundé qui a tétanisé en fait les habitants de la capitale, pour vous dire que le phénomène de disparition d'enfants, connaissant bien tout ce qui se trame tout autour du trafic d'organes et autres menaces corollaires, ne peut avoir au Cameroun qu'une connotation d'alerte. Et nous voudrions bien noter ici la chronologie de cette opération et son contexte. C'est dans le prolongement de cette psychose que le gouverneur de la région du littoral prend cette disparition. Monsieur Joseph Betty-Assomant. Exact. Il prend donc cette disparition collective très au sérieux et s'en charge personnellement. Il sollicite les forces de défense devant l'ampleur du drame qui se profile, suivi de l'inefficacité des premières recherches. Et je dois vous dire aussi que le chef de l'État s'y est investi et a suivi ce problème avec la plus grande attention. Mais de là à avoir un général de division patauger dans la boue sous la pluie avec ses hommes derrière ne constitue peut-être pas une quelconque glorification, mais l'engagement de nos forces à réagir promptement et avec abnégation auprès de la population dont elles ont reçu la mission de protéger. Nous ne dirons pas, mon colonel, que vous avez l'éloge modeste. En tout cas, cette réserve est caractéristique de l'attitude du chef des forces armées en personne, le président de la République qui prône la sobriété, même après nos victoires les plus retentissantes, et elles sont nombreuses. Et puis le dénouement de cette disparition de 9 enfants en a toutes les apparences d'une victoire. Mais comment ne pas noter l'implication directe de tout un général de division et d'un colonel, tous deux commandants de région, vous l'avez fait. Ces hauts gradés n'étaient pas en inspection, loin de là, avec les bottes cirées, l'allure martiale et le tintouin protocolaire. Ils étaient plutôt en patrouille pédestre, dans la forêt dense, à la tête de leurs hommes. Bien sûr qu'il ne s'agit point pour nous ici de sonner les trompettes de la parade, mais de relever cette image d'exemplarité qui vient du sommet. Eh bien, cette image altruiste, cette abnégation dont vous faites allusion, n'est pas même toujours considérée à sa juste valeur. Vous aurez peut-être eu les commentaires en retour de cet événement. Et ainsi, nous n'avons pas l'éloge modeste, nous relevons bien que les chefs militaires se sont impliqués dans le combat et c'est leur mission. Vous savez, la troupe est à l'image du chef. Et dans nos formations militaires, notre pédagogie a toujours été celle d'une pédagogie participative par objectif. Vous vous souvenez autant que moi du fameux « faites comme moi ». Alors, un chef militaire, c'est le terrain, malgré qu'une bonne partie de l'action se traduise préalablement en termes de pensée et de stratégie. Nous revenons encore sur la stratégie. Décidément. L'action consiste à booster les hommes, cultiver leur abnégation par l'exemple que le chef donne. Nous sommes là dans une excellente phase de psychologie de commandement. Le chef doit être proche de sa troupe, mais maintenant, au-delà de la lecture de cette grille pédagogique, il y a ce spectre de nos missions qui ne cesse de s'agrandir dans le sens des actions civilo-militaires et de la protection civile. En effet, nos forces de défense, en plus de défendre et protéger, nos forces de défense construisent, soignent, éduquent, et ce n'est pas tout. Mais après avoir trempé dans la furie des eaux de Maga, l'histoire est encore fraîche dans les mémoires, après s'être frotté aux flammes de tous les incendies, jusqu'où peuvent aller les forces de défense. Je vais déjà dire que les actions civilo-militaires ne sont pas répertoriées dans un lexique particulier et que ces actions n'auront pas de frontières tant que le concept existera. Ce concept est appelé à se renforcer au fur et à mesure que l'équipement de nos forces se renforce également et que la professionnalisation aussi qui s'acquiert ou se construit en fonction de la demande de notre environnement en pleine mutation s'acquiert. Alors nous devrions avoir à l'esprit que demain, il y aura certainement des menaces et des risques qui auront varié, demandant d'autres méthodes de combat. Et c'est aux forces de défense d'anticiper ces nouvelles réalités. Il faudra en permanence fixer la limite minimum d'opérationnalisation, quitte à améliorer les méthodes et renforcer par des moyens adéquats par la suite. Les actions civilo-militaires ou de protection civile ne vont pas se limiter au traitement des risques ou bien des menaces non plus. Il existe également un grand pan de parties d'action menées en faveur du développement et de la recherche. Mon colonel, vous pourriez nous citer quelques-unes de ces actions menées au quotidien à titre de rappel?
Encore une fois, on ne saura avoir une liste exhaustive de ces actions que nous menons au fil des ans. Par exemple, partie des routes du génie militaire tracées après l'indépendance pour le désenclavement de nos populations, le génie militaire lui-même s'est renforcé et peut se déployer dans toute opération de génie civil, construction de routes, de bâtiments, assainissement des villes, construction des œuvres d'art. Alors, nous pouvons également citer la participation des forces de défense dans le domaine de la santé publique, de l'éducation nationale. Une population malade ne peut se développer, et je me passe de vous rappeler ce que l'éducation est pour le développement. N'oublions pas non plus des actions auprès d'autres administrations qui sont tues ou bien peut-être relevées de manière légère par rapport à leur impact, mais qui pourtant contribuent à cimenter le lien armée-nation. Par exemple, dans l'aviation civile, les forces de défense ont une action assez remarquée. Le chef d'état-major de l'armée de l'air est membre du conseil d'administration de l'autorité aéronautique. L'armée de l'air est partie prenante dans les actions de recherche et de sauvetage pour les cas d'occurrence accidentelles survenus au Cameroun. Et en ce moment, je vais peut-être vous faire une révélation. Il y a 4 pilotes militaires, jeunes pilotes militaires, qui sont détachés à la CAMER sur Boeing 737 et dont il nous revient un comportement exemplaire, tant sur le plan professionnel que sur le plan de la discipline. Pour une révélation, c'en est une. Mon colonel, eu égard à la démographie que les experts décrivent comme galopante dans notre pays, eu égard à l'essor économique, industriel, eu égard aux contraintes sur l'environnement, vous pensez que, en plus de ce que les forces de défense ont déjà fait, en plus de ce qu'elles font, disposent-elles du potentiel nécessaire pour faire plus? Parce que les sollicitations vont croissantes. Je pense que nous pourrons toujours faire plus, et la chose qui est certaine, c'est que nous serons toujours plus sollicités. Mais il ne faudrait pas que nous nous éloignions non plus de nos missions régaliennes de sécurité, qui constituent pour nous des missions traditionnelles que nous seuls pouvons être capables de mener au premier échelon. Ou bien que nous embrassions trop de choses. Vous savez, qui trop embrasse, mal étreint. Voilà. Alors nous savons en effet que la défense est populaire au Cameroun. Répondant plus directement à votre question, le génie militaire est appelé à faire plus. Vous vous souvenez qu'il vient d'être doté de plusieurs engins et sans délivrer aucun secret, de nouveaux engins sont en voie d'être réceptionnés. Comme quoi les forces de défense suivent à leur manière la politique des grandes réalisations. C'est certain que dans les jours à venir, la sollicitation de ce corps sera maximisée. Vivement que ce jour vienne, comme le dit la chanson, et en attendant ce jour, lieutenant-colonel Didier Bajek, nous autres vous souhaitons de passer une bonne fin de semaine. Eh bien, excellent week-end à toute l'équipe. From east to west, north to south, parents have the same security challenges vis-à-vis the safety of their children and their environment. Parents need to watch over their offspring when they are of minor ages and even when they are fully grown up to be independent on their own. In the following write-up, Lieutenant Ewome Mata Medan, the soldier and mother she is, says, ensuring the well-being of our families is not just an obligation but an absolute responsibility. It is very important to point out the fact that discipline and safety go in pair, and therefore, being the first societal unit, the family through the parents must be the training center for our children. Parents, for more caution, must instill first-hand discipline in their kids in such a manner that they do not move or step out of the house without their consent. This may sound difficult and abstract, yet not impossible. Making sure of where our kids go to, who they are involved with as friends, and what could be their hobbies is an indispensable way of protecting our kids. Be it from a rich or poor background, status does not count in the discipline and uprightness of our children. They might be innocent, ignorant, very anxious at times, yet very special beings to us. Watching after children might seem very difficult. We might not be able to keep them at home at all times, but well educated and molded will spare parents of unfortunate situations. The stakes and challenges that surround parenthood go beyond just bearing children to more complex responsibilities. No matter the setting, village or township, the safety of our kids should be a priority to their parents at all times and all circumstances. Though extremely adventurous, the adventures of our kids have to be closely monitored by us so as to prevent them from falling into the pits of dangerous adventures that bring about sleeplessness not just to parents and families, but the society as a whole.
No matter how high parental stakes are and how dangerous our society has become, together and by God's grace, we shall protect our tomorrow's leaders. Remobilisation des énergies, c'est l'essentiel à retenir de la réunion de commandement qui s'est tenue jeudi à l'état-major du Corps national de sapeurs-pompiers. Autour de la table, le général de brigade Mahamad Ahmed, commandant du corps, les officiers de son état-major et les responsables des structures territoriales. Plus de détails avec vous, sergent Alexandre Mpelimezing. Le gratin militaire du Corps national des sapeurs-pompiers s'est retrouvé du 12 au 13 août à l'état-major de ce corps avec un point inscrit à l'ordre du jour, la situation opérationnelle du corps. Au cours de ces assises, le général de brigade Mahamad Ahmed, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers, a donné des indications sur le bien fondé de cette réunion à la lumière des missions assignées au Corps national des sapeurs-pompiers. Merci surtout pour l'intérêt que vous portez au Corps national des sapeurs-pompiers. Qui est la formation interarmée spécifique de protection civile et qui se trouve toujours au cœur des situations d'urgence. La réunion à laquelle vous venez d'assister est traditionnellement appelée dans la boîte qualifiée de réunion de commandement. Elle a une périodicité trimestrielle. Elle se déroule soit ici, soit dans les différents groupements, soit à Douala, soit à Gawa. Mais spécifiquement, pour cette fois-ci, on l'a tenue ici. Elle permet, en fait, comme vous avez dû le constater, de faire le point de la situation opérationnelle du corps. Elle permet d'établir un bilan de nos activités depuis la dernière réunion. Elle permet surtout aux subordonnés qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à certaines difficultés, de les exposer et de présenter certaines suggestions pour la bonne marche du service de secours aux populations. L'actualité récente vous a laissé voir que l'État a fait de grands efforts en termes d'équipement en matériel spécifique du Corps national de sapeurs-pompiers. Nous avons reçu des gros moyens spécifiques, notamment les gros porteurs d'eau, les fourgons pompe-tonnes, les véhicules de secours routier, les ambulances de réanimation. Tous ces véhicules, dont un exemplaire a été présenté tout à l'heure, permet notamment à nos éléments qui sont sur le terrain de mieux s'exprimer et d'améliorer la qualité de secours qui est fournie aux populations. C'est important de parler de soldats de feu parce que en fait la lutte contre le feu, ce que nous appelons la défense extérieure contre l'incendie, ne constitue que 40% de nos activités. Les 60% restants sont dédiés au secours à victimes. En fait, toutes les personnes qui sont en situation de détresse font appel aux sapeurs-pompiers. Donc, près de 60% de nos activités au quotidien sont réservées au secours à victimes. Le feu, en fait, ne constitue pas plus de 40% de nos activités. À cette occasion, un véhicule de secours a été présenté par le capitaine de corvette Peter Poufon, chef du service des opérations. Il revient ici sur la spécificité de ce véhicule. Vous avez ici un véhicule de secours qui est l'une des dernières acquisitions du Corps national de sapeurs-pompiers. Et c'est un véhicule qui a pour mission, n'est-ce pas, d'intervenir sur les accidents de circulation, sur les sauvetages et dans les effondrements et dans les éboulements, ainsi que dans les sauvetages en excavation. Donc ce véhicule qui est vraiment de dernière génération comporte tous les appareils, n'est-ce pas, et tous les instruments nécessaires pour effectuer ces sauvetages. Vous avez là en arrière une grue, n'est-ce pas, qui permettrait de sortir par exemple un véhicule qui est tombé dans un ravin. Vous avez un ventilateur opérationnel pour extraire les fumées en cas d'intervention. Vous avez de l'autre côté, n'est-ce pas, du matériel de désincarcération. Et plus en avant, vous avez un tire-fort pour pouvoir extraire ou tirer un véhicule, par exemple, qui est coincé quelque part. Je crois que vous avez là résumé les missions que peuvent effectuer cet engin.
Et comme je vous l'ai dit, c'est un engin vraiment de dernière génération. Ensuite, les commandants des groupements territoriaux ainsi que les chefs des centres de secours isolés ont présenté la situation de la protection civile dans leur zone de responsabilité. Ils ont également dressé le bilan de leurs activités du trimestre et des suggestions en rapport avec les difficultés rencontrées. Avec les moyens, le matériel d'intervention que nous avons reçu au mois de mai dernier, si vous voulez, ces matériels qui sont venus renforcer nos capacités opérationnelles, nos unités implantées à Douala, à Konsamba et à Bamenda, et bientôt dans d'autres grandes villes. Je crois qu'actuellement nous réussissons à accomplir notre mission avec plus de réussite. À la fin des travaux, le général de brigade Mahamat Ahmed a invité ses collaborateurs à cultiver le sens du discernement et leur a remis solennellement des véhicules de secours routiers de haute technologie acquis à grands frais par l'État camerounais. Groups and rescue centers, commanders, as well as other senior officers of the National Fire Brigade last Wednesday, September 12, 2013, gathered around their commander, Brigadier General Mahamat Ahmed, for the third semester of the year. The main topic on the agenda of the meeting was on the operational situation of the Corps. The various Corps and Rescue Centers commander, through exposés, gave a balance sheet of the state of civil protection within their jurisdiction of command and the challenges they encounter and made suggestions for their amelioration. I would like to thank my hierarchy to have given me new machines, new equipment. As from now we have enough materials, and as you have seen this morning, we have received another one. I think with those machines, which are modern, can accomplish our missions. Sometimes we are alerted very late, first of all. Second, the problem of hydrants, main roads that we don't have, and even the distance that we have to cover. But I think with the new barracks that we have in Bonaberi, that it facilitates, it permits us to engage, to be early engaged in the operations. I will tell them to alert as soon as the event happens, occurs, first. Second, to indicate what is it going on, where is it, and how to reach there. And sometimes even to send somebody on the main road to meet the fire people and to help them be engaged as early as possible to be efficient. During the same occasion, the commanders were presented one of the latest modern vehicles acquired by the National Fire Brigade for the rescue and evacuation of victims, with emphasis on its advantages as compared to the old ones. You have here in front of us one of those vehicles that have been given to the fire brigade. This vehicle has as mission to intervene on accident and also landslide. So here we have all the equipment, let's say extract, some people in the vehicle when you have accident, and you have also an equipment on the rear of the vehicle that can help you to carry a very load, let's say truck for example, and also in the front you have something to pull a vehicle that is incarcerated somewhere. So this vehicle is one of the vehicles that have been prepared for the fire brigade. The other vehicle didn't have all this equipment, but this vehicle can operate alone, because you see that they have self generators to operate even in the night, and you have even something to light the operation. Lastly, we have only a vehicle to transport victims. You can extract the victim and transport him. But the other vehicle, we have to come with two vehicles and the equipment in the other vehicle, let's say to cut, to open the vehicle. But with this, we can go with this to do everything. Most people limit the mission of the fire brigade to firefighting due to its appellation. Brigadier General Mahamat Ahmed says that this is a wrong perception, as firefighting only constitutes 40% of their mission and the rescue of victims 60%. People call firefighters fire brigade, but really our activities are not only fighting the fire. Takes not more than 40% of our activities. The 60% remaining, the rescue of people who need help. I'm very satisfied of the balance sheet, because since
in the period of the last 2 years, our hierarchy has done too much for us. We got so many materials that allowed us to do correctly our job. À présent, un saut du côté de Bamenda, le poste de commandement du secteur militaire terrestre numéro 6, Bamenda, où nous attend le sergent Cédric Mahama Samari pour la fin de la formation élémentaire de spécialité des fusiliers commando de l'air. Bonjour sergent. Bon après-midi mon adjudant-chef. L'actualité dans notre garnison est marquée par la remise le 9 septembre 2013 des diplômes de formation élémentaire de spécialité fusilier commando de l'air à 229 soldats du contingent 2013 de l'armée de l'air formés au bataillon des fusiliers commando de l'air de Bamenda. La cérémonie débute à 11h par l'arrivée à la cour d'honneur du Bafisco Air du colonel Zaimou Iyawa, sous-chef ressources humaines à l'état-major de l'armée de l'air, représentant monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il passera en revue les troupes commandées par le lieutenant Tchanko Jean et s'installera à la tribune où étaient déjà présentes les autorités militaires de la garnison de Bamenda et les invités. L'on suivra tour à tour le mot du lieutenant-colonel Bindjeme Anglade Bobet, directeur de stage et par ailleurs combat Fisco Air, la présentation du stage par le capitaine Ngang Itondo et Kwala Patrick, directeur de l'instruction. Ici, on aura appris qu'au cours des 45 jours qui ont marqué la formation, les objectifs et les buts visés ont été une meilleure intégration du jeune soldat à son nouveau cadre de travail, l'acquisition des connaissances aéronautiques et techniques professionnelles de base, le renforcement des principes de base de la discipline et des éléments de savoir-vivre militaire, enfin le développement des aptitudes physiques. Ces jeunes soldats ont été initiés au combat en zone urbaine, à la vie en campagne, aux nouvelles techniques de tir au combat et aux techniques de combat commando. Les évaluations se sont faites sous forme de contrôle continu et un examen final sous forme de raid de synthèse a permis la restitution pratique des enseignements reçus tout au long de la formation. Sur 229 stagiaires présentés, 229 ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Sans note éliminatoire en conduite, après décision finale du chef d'état-major de l'armée de l'air avec une moyenne générale de 11,42 sur 20. Le major de la promotion, le soldat de deuxième classe, Toué Hippolyte Néron, avec une moyenne de 14,38 sur 20, a eu l'insigne honneur de recevoir son diplôme des mains du colonel Zaimou Iyawa, représentant du général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air. Ces jeunes soldats sont désormais aptes à servir dans les forces de défense en général et en particulier dans l'armée de l'air. Un défilé des troupes conduit par le capitaine Damemekulu Hervé, commandant la compagnie d'instruction, a mis un terme à la cérémonie. De Bamenda, sergent Cédric Samari. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Globalization, the wind of change which leaves no stone unturned, is on the move in the Cameroon Defense Forces. Corporal Enombe Asek in the following write-up brings out the positive and negative consequences of globalization. According to International Monetary Fund, globalization is considered as the increasing worldwide integration of economic, cultural, political, religious, and social systems, which has reduced the whole world into a global village. This means that goods, services, capital, and labor are traded on a worldwide basis, information and the results of research flow readily between countries. Since we are living in a constant changing world, we must adapt ourselves to follow these changes, especially in the military, because of its special task. The military thinks she is an ordinary citizen and must be far from changes, as this external fear has been created since the appearance of the First Army. Globalization has left a lot of positive landmarks in the military domain. In the army today, it has led to the transfer of technology from one country to the other, as the problem of asymmetric threats, piracy, and terrorism is no longer an affair of a particular country but an affair of all, for its effect cuts across borders. This has led to the empowering of the less developed countries by the developed through workshops, short and long-term training courses, as well as capacity building seminars.
In the light of technological transfer, the free exchange of information between the developed and the less developed countries has helped to improve the gathering and treatment of information, as the Cameroon Defense Forces are equipped with up-to-date communication equipment not only to track down criminals but also to gather intelligence. This phenomenon has also gone a long way to strengthen brotherly relations amongst neighboring African countries, thus improving a peaceful climate and amplifying the African long tradition of being a brother's keeper. Just like a knife, which depends on what the user wants to do with it, globalization also has its shortcomings, but all depends on how it is being applied. There has been much talk about globalization and its ways of transforming the society. But how is the positive effect of globalization felt in the military? Marshal de Logis Chef Yvonne Asongalem Alem in the following paper portrays how the Cameroon military, through her participation in the various multinational exercises, has benefited from globalization. Her report. Central Accord, Obangame Express, Silent Warrior, and you name them, are just some of the fruits of globalization. They are multinational military exercises carried out by nations in partnership with Cameroon, aimed at mutualizing practical and theoretical know-how to solve crises in the globe. These exercises came to birth as a result of the need expressed by countries around the world to put together military skills in certain domains that will give them a holistic, harmonized, and standard approach in tackling crises in the international scene. Carried out by special forces from special operations around the world, these multinational exercises fulfills some of the objectives of globalization, that of training combined forces to strengthen security and military-to-military relationship through the improved interoperability of special operation forces, especially during close-quarter battles. Thanks to globalization manifested through these exercises, soldiers of different nations train together side by side. This enhances a conducive environment where informations are shared. In a time where crises such as piracy, terrorism, oil bunkering, and human trafficking crisscrosses borders, furthering greater security challenges and affecting cooperation ties directly or indirectly, globalization calls on nations to put together their resources to deter crimes, counter piracy, and reinforce training methods. Occupying a geostrategic position in the Central African sub-region, Cameroon is benefiting much from globalization. Tactical planners have the opportunity to implement their strategy of international magnitude. This provides not only an occasion for sharing and capacity improvement, but also a platform for Cameroon to seal bilateral relations existing between her and other nations. La globalisation, ou plutôt en français, la mondialisation et ses effets, notamment l'insécurité croissante dans le monde, une insécurité qui inquiète de plus en plus car elle prend des proportions de plus en plus larges. Le Cameroun, pays d'Afrique subsaharienne, n'est pas épargné par ce phénomène, lui qui fait face depuis quelque temps à des incursions spectaculaires de certaines bandes armées sur son territoire. Le point avec le sergent Alexandre Mpelimezing. Le Cameroun est une Afrique en miniature qui renferme en son sein plusieurs types de climats, reliefs et ressources. C'est aussi une terre d'accueil de par son hospitalité légendaire. Bien plus ici, l'intégration sous-régionale a précédé celle du passeport biométrique CEMAC, bientôt en circulation. Pour dire qu'au Cameroun, les étrangers vivent dans les mêmes conditions que les nationaux. Dès lors, la problématique de la porosité de nos frontières se pose avec l'insécurité qui sévit depuis quelque temps. Plusieurs questions par rapport à cette culture camerounaise des terres d'accueil se posent. La facilité d'entrée et de déplacement des populations immigrées serait-elle une faille à notre sécurité au regard des problèmes d'insécurité observés ici et là? L'enlèvement de la famille Moulin-Fournier à Dabanga dans l'extrême nord en février et revendiqué par le groupe Boko Haram en est une parfaite illustration. C'est vrai que depuis 1998, le gouvernement a mis sur pied une force spéciale dont le but est d'éradiquer le phénomène des coupeurs de route dans la zone sahélienne. Mais la globalisation de l'insécurité s'intensifie davantage avec la complicité d'individus sans vergogne. Mais afin de mieux colmater les brèches de la muraille sécuritaire, le renseignement semble être le ciment à travers des rapprochements interétatiques, car les ravisseurs, eux, de leur côté, n'évoluent pas en rang dispersé.
Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. À présent, le carnet des familles du second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs, et chaleureuse bienvenue à ce carnet familial. Voici les avis de décès. Le capitaine Dié Roger, en service au ministère de la Défense, a la profonde douleur d'annoncer le décès de son petit frère, l'adjudant-chef Ndombol Alexis, en service à la direction du budget et des équipements. Décès survenu le 31 août 2013 des suites de maladie. La levée de corps aura lieu le vendredi 20 septembre 2013 à la brigade du quartier général. Inhumation le samedi 21 septembre en Gambie. Le lieutenant Babila Lancho Cyril, en service au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Les familles fortes Gwamnesia, Indjikum de Bali ont le regret d'annoncer le décès de leur oncle, père et grand-père, le colonel à la retraite Dinga Peter. Décès survenu le 11 septembre 2013 des suites de maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. L'adjudant-chef Bissé en service à l'état-major de l'armée de terre, le soldat de première classe Ngosso Émile et monsieur Aïssi Grégoire ont le regret d'annoncer le décès de leur père Bissé Ngosso Émile. Décès survenu le 11 septembre des suites de maladie. Le soldat de première classe Gefoube Nicodème, en service au centre d'instruction de Djoum, a le regret d'annoncer le décès de sa mère, Madame Mapele, épouse Yuguda. Décès survenu le 10 septembre 2013 en Gaoundéré des suites de maladie. Le programme des obsèques ultérieurement. Le chef d'escadron à la retraite, Fouda Ignace, et ses enfants ont le profond regret de faire part du décès de leur fils et frère, Tchogot Fouda Mathieu Salomon. Décès survenu le 30 août 2013 des suites de maladie. La levée de corps aura lieu vendredi 20 septembre 2013. Samedi 21 septembre 2013, inhumation en camp et fort. Anniversaire. Le sergent-chef Nga Vogo, en service auprès du conseiller logistique, Monsieur et Madame Evin, ont l'immense joie d'annoncer l'anniversaire de leur petite fille Nga Enoka et Eugénie Célène. Le partage du gâteau aura lieu le 21 septembre au domicile de ses grands-parents, 6 à Béatitude, à 15 h. Nous terminons par un avis de disparition. Le second maître Menge Daniel, en service à l'état-major de la marine, annonce la disparition de son petit frère, Abia Bienvenu, parti du domicile familial depuis le 5 février 2013. Au moment de sa disparition, il présentait des signes de faiblesse mentale. Il s'exprime en français et en fang. Le second maître Menge prie toute personne qui le rencontrerait ou le reconnaîtrait de bien vouloir le signaler dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Bien vouloir appeler au numéro de téléphone suivant 96 34 16 58 et le 70 63 79 94. Warrant Officer, it's time, I suppose. Certainly our time is up. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our program. Today's edition dwelt on the horrible story of the 9 children who got missing
in the Sanaga Maritime Division, precisely at Mwanko. Our correspondent of the 2nd Joint Military Region in Douala gave us information on the role played by the Defense Forces during the search of the children. The last but not the least was the meeting chaired by the commander of the National Fire Brigade, bringing together group commanders, heads of rescue centers, as well as other senior officers of the National Fire Brigade for a review of their activities and perspectives to be followed. Dear listeners, that was what we had for you this week. To listen to the program, please tune in next week, same time, same frequency, for yet another interesting edition. I have been Senior Warrant Officer Michael Kwege saying goodbye. Goodbye, Adjutant Chef Masogi, and happy weekend to all of you out there. Thank you, Senior Warrant Officer. Remobilisation des énergies, c'était du côté du Corps national de sapeurs-pompiers. Disparition, réapparition étrange de 9 enfants dans la Sanaga maritime, ce sont là les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie ce samedi. Déjà, merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 37 de l'an 2013. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.